Bonjour tout le monde. Merci d'être présent ce vendredi après-midi. J'espère que vous avez passé un beau congrès. On arrive à la fin, mais merci d'être resté pour nous. C'est bien agréable. J'y vais des présentations. D'abord, je vous présente Mme Nancy Beaulieu, qui est directrice du service de soutien à domicile et de réadaptation pour la région de Montérégie. Merci d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Madame Jessica Harrison, Jessica qui est infirmière, qui a sa formation infirmière, paramédic, présentement termine un doctorat en paramédecine communautaire, puis travaille également au ministère de la Santé dans l'équipe de coordination réseau. Et M. Pierre-Rodrigue Lantaigne, qui est paramédic depuis 15 ans, qui s'est joint dans l'équipe du Bas-Saint-Laurent au niveau de la formation, de l'assurance qualité, qui travaille également au ministère de la Santé dans l'équipe de la direction des services préhospitaliers d'urgence. Et tout ce qui est paramédecine communautaire est beaucoup sous sa gouverne. Donc, vous êtes des gens qui sont quand même très connaissants en la matière. Mon nom est Dominique Chaput. Je suis directeur adjoint à la performance des services préhospitaliers d'urgence. Je travaille au ministère de la Santé également. Paramédic de profession depuis 25 ans. J'ai fait du terrain et de la gestion. Donc, à la gang, on devrait être en mesure de bien discuter et d'échanger sur un sujet qui est particulièrement intéressant et important à nos yeux. Puis vous allez voir que c'est une mini-révolution dans le système, c'est un changement de paradigme complet, puis c'est ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Puis pour amener le sujet, mais des fois, il n'y a rien de mieux que de parler d'un scénario ou d'un cas vécu pour exposer puis de présenter. Vous allez voir, c'est bien simple. Prenons une dame qui a 70 ans, reste seule à la maison, conjoint qui est décédé, donc elle n'a pas de problème de santé en tant que telle, elle va bien, pas de véhicule, donc elle se déplace seule, mais peu de mobilité, à dire, de se rendre par elle-même à ses différentes commissions, peu importe. La dame, une journée, ça va faire ses petites commissions à l'épicerie qui est à côté de chez elle. En revenant, elle a mal à un pied. En regardant ça, un ongle incarné qui lui provoque de la douleur. Comme je vous ai dit, seule, pas de soutien à domicile, pas de voiture, bien, c'est dit, je vais appeler de l'aide. Qui pourra venir m'aider parce qu'elle a peur que ça s'infecte? Je vais faire le 911. La bonne façon de faire. Puis, le 911, on fait quoi? On dit, bien, on va vous envoyer des ressources. Qui qu'on a envoyé? On a envoyé une ressource ambulancière, 2 paramédics dans une petite municipalité où est-ce qu'il y a seulement un véhicule disponible dans cette région-là. Les paramédics donnent un super service, transportent la dame à l'hôpital, reçu super service. Par contre, bien, l'hôpital est surchargé, on met la dame dans la salle d'attente. Puis là, bien, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a donné les meilleurs soins possibles à cette dame-là? Est-ce que c'est ça qu'elle avait besoin, elle, pour un ongle incarné? Puis pour le système, est-ce qu'on a été efficient tant dans l'utilisation de nos ressources humaines, matérielles, financières? Mais c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'on est capable de faire mieux? Puis je pense que ça va amener une discussion qui devrait être intéressante. Je vous ai dit que ça faisait 25 ans que j'étais paramédic. Pendant 25 ans, on nous a dit vous devez transporter cette dame-là à l'hôpital, c'est important. J'aimerais ça que, Pierre-Rodrigue, tu nous parles pourquoi on avait l'obligation de transporter cette dame-là. Oui, effectivement, la loi est assez éclairante à ce niveau-là. En 2002, le service préhospitalier d'urgence, les services préhospitaliers d'urgence sont dotés d'une loi, la loi sur les services préhospitaliers d'urgence. L'article 1 de cette loi-là nous dit qu'il faut en tout temps répondre à la demande populationnelle. Donc, ce que soit apporté en tout temps aux personnes faisant appel aux soins préhospitaliers d'urgence, une réponse diligente visant à diminuer la mortalité et la morbidité. Donc, lorsqu'on sollicite les services préhospitaliers d'urgence, il y a un devoir de réponse. Par la suite, au niveau du transfert, il y a 2 éléments. L'article 65 de la loi nous dit qu'on doit transporter l'usager avec diligence vers un centre du réseau de la santé et des services sociaux. Autre élément, on nous mentionne qu'un technicien ambulancier paramédic, dans le cadre de son intervention, ne peut initier une discussion qui pourrait amener l'usager à un refus de transport et ou à un refus de soins. Donc, dans les dernières années, systématiquement, pour le meilleur ou pour le pire, les techniciens ambulanciers paramédics ont transporté des usagers dans les centres hospitaliers, dans les salles d'urgence, en cohérence avec la loi sur les services préhospitaliers d'urgence. Donc, on avait une obligation légale. Mais c'est pas que les paramédics n'avaient pas d'autres... il n'y avait pas d'autres possibilités, finalement. Exactement. Tu as parlé du 911, peut-être pour le bénéfice de tous. Comment ça fonctionne, un appel au 911 quand l'appel rentre? C'est une cascade, en fait. C'est une cascade cohérente. L'usager identifie une situation qui l'amène à appeler au 911.
Par la suite, il y a une bascule d'appel qui se fait au niveau du centre de communication santé. Dans les centres de communication santé, il y a des répondants médicaux d'urgence. Eux vont poser une succession de questions. En fonction de la réponse de l'usager, c'est un arbre décisionnel qui se déploie devant eux. Les questions sont posées oui, non, difficulté respiratoire, oui, niveau de conscience, etc. À la suite de cette appréciation-là, de cette évaluation-là standardisée, il y a une priorité et un code d'affectation qui est mis de l'avant. Par la suite, on affecte une ressource préhospitalière en mode urgent ou non urgent, et ce, dépendamment de la priorité qui a été attribuée à la demande de l'usager. Puis, comme on disait tantôt, étant donné le contexte légal, généralement, ça finit par un transport, à moins qu'il y ait un refus du patient. Par contre, là, c'est un refus que ça serait lui qui aurait initié cette discussion-là. Oui, effectivement. Puis c'est un processus qui est très sensible. Donc l'évaluation du RMU est très, très sensible, mais à un faible niveau de spécificité. Ce qui fait qu'on a toujours une tendance à surtrier l'usager de façon à ce qu'on transporte là, davantage. C'est important de comprendre, c'est l'algorithme qui est utilisé, on appelle ça le MPDS, le Medical Priority Dispatch System. En bout de ligne, c'est quoi? Mais c'est un système qui aide à la décision, puis un peu comme Pierre-Rodrigue l'a dit, on va parfois un petit peu surtrier pour dire, bien, on ne veut pas prendre de chance. Par contre, vous comprendrez que si on fait du surtriage avec tout, puis qu'on met tout en mode urgent, bien là, le système, peut-être qu'on dit qu'il ne prend pas de chance, mais là, on va surcharger nos ressources ambulancières, puis ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un équilibre à avoir entre surtriage pour être à la fois sécuritaire, mais en même temps efficient. Excellent. Là, on a dit que depuis avec la loi, on devait transporter tout le monde. Dans les dernières années, on a vu la pandémie arriver. À ce moment-là, Jessica, tu étais dans la capitale nationale. La pandémie, qu'est-ce que ça a pu changer dans l'organisation du travail? Bien, on sait que la pandémie a apporté plusieurs impacts négatifs chez les patients sur le système de santé. Mais au niveau des SPU, il y a eu quand même des opportunités qui ont pris naissance, comme par exemple le transport à l'hôpital ailleurs qu'à l'urgence. Fait que dans la capitale nationale, on a pu développer des trajectoires, faire de la régulation, fait que développer des trajectoires préhospitalières alternatives. On a travaillé beaucoup avec la première ligne, des organismes communautaires, des travailleurs sociaux, par exemple, aussi les GMF pour envoyer les patients non prioritaires, priorité 4 et 7 au niveau préhospitalier. Et puis, fait qu'on a développé ces trajectoires-là pour donner une autre alternative. Puis en même temps, on répondait vraiment aux besoins du patient parce que les patients qui étaient pris dans des méthodes alternatives n'avaient pas besoin finalement d'aller à l'urgence, ils n'avaient pas besoin du plateau technique de l'urgence. Puis si je peux donner un exemple qui est assez frappant, à un moment donné, il y a un patient qui avait appelé le 911, puis on l'a finalement fini par l'envoyer par ses propres moyens chez le dentiste. Effectivement, il n'y a peut-être pas besoin d'une ressource ambulancière à ce moment-là. Voilà. Nancy, de votre côté, pendant la pandémie, vous utilisiez aussi une forme de paramédecine? On l'a utilisé pendant la pandémie, mais nous, on a débuté avant la pandémie. Parce qu'au-delà du cadre du préhospitalier, il y avait aussi la L4S qui permettait des projets. Donc, nous, on avait déposé à la fin 2019, début 2020, on a débuté le projet de paramédecine avec nos partenaires des compagnies ambulancières, CETAM et Demers, qui est arrivé l'année suivante. Mais l'objectif, c'est qu'on avait fait l'analyse un peu de nos consommateurs dans les critères de priorité qui étaient non urgents. On voyait beaucoup que nos personnes âgées étaient des bons consommateurs. Donc, on s'est dit comment on pourrait offrir, dans le fond, une alternative à la visite à l'urgence qui est non nécessaire à cette clientèle-là. Donc, on a déposé un projet. Et là, suite à un appel au 911 de basse priorité, le répartiteur, dans le fond, transmettait l'appel à un paramédic dans un véhicule de fonction qui se rendait à domicile seul pour évaluer la situation, voir est-ce qu'on était vraiment dans une situation d'urgence ou pas. Si ce n'était pas une situation d'urgence, à ce moment-là, le paramédic appréciait la situation et contactait une infirmière du soutien à domicile qui, elle, de son côté, faisait une évaluation et déterminait la trajectoire de l'usager. Donc, nous, depuis 2020, c'est quelque chose qui est en fonction en montée régissante et ça fait éviter près de 1000 visites à l'urgence à chaque année. Excellent, merci. Du côté légal, depuis tantôt, on parle qu'il y avait une loi. Là, on est en train de mettre la paramédecine de régulation partout au Québec. Pierre-Rodrigue, c'est quoi qui est différent au niveau de la paramédecine? Qu'est-ce qui fait que maintenant on a le droit versus qu'avant on n'avait pas le droit?
Certain que les choses ont évolué en sens où est-ce que pendant la pandémie, il y a eu des décrets. Nous aussi, si on se réfère à la loi, l'article 65 mentionne que le paramédic peut faire des actions dans le contexte d'un protocole. Donc, les protocoles d'intervention clinique balisent les interventions de techniciens ambulanciers paramédics. Ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est un protocole de coévaluation. Le protocole de coévaluation venait légitimer le paramédic dans ses actions, puis le paramédic n'initiait pas un refus avec l'usager, mais proposait une alternative qui se faisait par l'entremise de services autres que le transport vers l'urgence. Donc, c'est comme ça que le protocole a été balisé. Il a été construit avec le Collège des médecins, avec les ordres des infirmiers et des infirmières, avec une multitude de professionnels pour être certain d'être sécuritaire puis de répondre aux besoins. OK. Puis là, on a un encadrement qui est légal. On peut faire ça en toute légalité. Excellent. Tantôt, vous avez parlé d'appels non urgents. Bon, pour le bénéfice de tous, là, il y a des toutes sortes de priorités. Là. Priorité 0 étant très urgent, priorité 1, 3, 4, 7. C'est différentes priorités pour toutes les réponses primaires qui viennent de la population. On a d'autres types de priorités pour les transferts établissements. Au niveau des protocoles de régulation, ce qu'on est en train de parler, c'est vraiment le non-urgent qui était visé par ça. Priorité 4-7, c'est bien ça dans votre cas? Oui, tout à fait. Okay. Excellent. Donc, tantôt, Pierre-Rodrigue, tu nous as parlé de le centre 911 qui prenait l'appel, basculait vers le CCS, qui basculait vers la ressource ambulancière, qui éventuellement transportait à l'hôpital. La paramédecine de régulation, on place ça où là-dedans? C'est une bonne question en sens où à chaque fois où est-ce qu'on insère un nouvel outil ou un nouveau filtre, il faut choisir l'endroit le plus cohérent et le plus pertinent où est-ce qu'on doit le mettre. Dans le contexte d'un appel d'urgence, l'usager appelle le 911. L'appel est traité par le centre de communication santé. Nous, on a commencé par ajouter ce qu'on appelle le triage secondaire. Le triage secondaire, c'est un filtre de pertinence qui suit immédiatement l'évaluation standardisée du répondant médical d'urgence. Lorsque l'appel est classifié non urgent, donc priorité 4 et priorité 7, au lieu d'affecter systématiquement une ressource préhospitalière, le RMU va basculer l'appel vers une infirmière. Une infirmière qui peut être située à différents endroits, mais au Québec, la majorité des infirmières sont situées dans les guichets d'accès première ligne. Il y a quelques exceptions, mais c'est majoritairement l'endroit où est-ce qu'elles sont. À ce moment-là, l'infirmière peut justement évaluer l'usager, faire diminuer un peu le niveau d'émotivité, parce qu'on le sait que les appels du 911 sont souvent motivés, oui, par l'urgence, mais aussi par l'émotion. L'émotion qui fait disparaître rapidement ou progressivement le rationnel. Donc, après l'évaluation infirmière, l'infirmière est en mesure de réorienter l'usager. Peut réorienter l'usager par le moyen. Donc, peut-être que l'usager a besoin d'aller à l'urgence. Peut-être qu'il peut être réorienté à l'urgence avec un transport autre qu'une ambulance, parce qu'il ne nécessite pas le plateau technique d'une ambulance. Pour être aussi référencé dans un GMF ou pour être pris en charge par le soutien à domicile ou par autres services. Okay. Juste pour le bénéfice de tous, parce que depuis tantôt, on utilise des mots. On a utilisé la paramédecine, on a parlé de régulation ambulancière, on a parlé de triage secondaire. Il faut comprendre que la paramédecine, vous voyez là comme le terme général qui englobe tout ça. La régulation ambulancière, c'est vraiment l'acte de prendre un appel puis de voir où est-ce qu'on pourrait le réguler puis l'envoyer peut-être ailleurs, vers un autre service. Puis qu'est-ce que le triage secondaire? C'est vraiment l'action de prendre l'appel, de transférer, basculer l'appel avec une infirmière, de refaire l'analyse. C'est ça le triage secondaire. OK. Là, on fait tout ça pour qui? Il y a des avantages pour le patient, pour le service, pour le réseau. J'aimerais ça entendre pour le service ambulancier. C'est quoi l'avantage de faire de la régulation ambulancière? Les avantages sont quand même assez multisystémiques, mais le gros avantage, c'est qu'on a un meilleur contrôle sur la desserte. Parce qu'en étant en mesure de prioriser les appels, d'avoir de la sécurité pour l'usager, on est capable de dire, OK, cet usager-là peut avoir une ressource alternative, ce qui me permet d'avoir un contrôle sur mes ressources ambulancières et de les affecter sur des priorités urgentes, donc des arrêts cardio-respiratoires, priorité 0, des douleurs thoraciques, des priorités 1. Donc, ça permet un meilleur contrôle des ressources en présence, puis une meilleure adéquation entre le besoin et le service. Donc, ça, c'est important de comprendre que non seulement on est en train d'offrir des meilleurs soins, des soins en tout cas plus appropriés à ce patient-là, mais pendant que j'ai une ambulance qui est disponible, bien, elle peut peut-être aller aider un autre patient ailleurs qui, peut-être que si on n'aurait pas eu la régulation, bien, n'aurait pas eu d'ambulance disponible. On parle aussi pour le patient. C'est quoi l'avantage pour le patient? Parce que tout ce qu'on fait, bien, on vise
à centrer ça sur les bénéfices patients? Jessica? Bien, il y a plusieurs avantages. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, parfait. Il y a plusieurs avantages pour le patient. Un que je pourrais nommer, bien, on essaie de cibler le meilleur besoin pour le patient, l'envoyer dans la meilleure ressource, donner les meilleurs soins. Également, il y a des patients qui font 911 parce qu'ils ont de la difficulté à avoir accès à la première ligne. Le SPU devient un filet de sécurité. Fait qu'à ce moment-là, on est capable de l'identifier, vu qu'il y avait une difficulté à trouver la bonne ressource. Avec la régulation, on peut aider à la trouver. Puis, en plus, comme Pierre-Rodrigue mentionnait, le côté systémique va aussi impacter pour les patients qui ont besoin d'une ambulance pour les bonnes raisons. Étant donné qu'il va y avoir une remise en disponibilité d'un véhicule ambulancier, bien, à ce moment-là, les gens qui ont besoin des cas plus urgents vont pouvoir bénéficier d'une ambulance au bon moment. Excellent. Merci. Nancy, tu as peut-être constaté des avantages pour le réseau de la santé? Bien, j'ajouterais que pour le réseau, dans le fond, bien, nos urgences, on les garde pour ceux qui nécessitent vraiment le plateau technique. Puis au niveau du soutien à domicile, de manière plus spécifique, bien, ça nous permet de repérer certains usagers. On a remarqué dans notre projet que de cette façon-là, en utilisant la paramédecine, on a un 10-15 des usagers qu'on n'avait pas sur nos listes d'attente, qu'on ne connaissait pas, mais qui définitivement requéraient des services et qu'on a pu mettre en place par la suite. Bon, excellent, merci. Tantôt, on dit, bon, peut-être qu'on va réussir à ne pas envoyer de ressources ambulancières. C'était l'idée de la régulation, de dire, bon, mais est-ce qu'on peut envoyer une autre ressource? Il y a des cas où est-ce que la ressource ambulancière va se rendre quand même, que ce soit pour une priorité urgente, exemple, il est possible que lors de la prise d'appel, c'est une priorité 1 pour dire quelque chose, que le patient était instable. En se rendant sur les lieux, suite à l'appréciation de l'état du patient par les paramédics, on constate que ce n'est pas urgent, exemple, puis que peut-être que ce patient-là n'a pas besoin. Ou ça pourrait être aussi que lors de l'appel initial, ça n'a pas pu passer par la paramédecine de régulation, par le triage secondaire, ça peut être accepté. Là, on se retrouve avec des paramédics sur les lieux. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser ces paramédics-là? Jessica, qu'est-ce qu'il y en a? Oui, bien, c'est dans le mécanisme, entre autres, de la coévaluation. Fait que, comme tu l'as mentionné, les paramédics vont sur l'intervention, se rendent compte que ce n'est pas un cas urgent. À ce moment-là, il peut contacter l'infirmière, la ressource infirmière qui fait de la régulation. Fait que ça peut être soit au niveau du GAP, au niveau du SAD. Fait que diverses organisations qui peuvent offrir la coévaluation. Et à ce moment-là, le patient va être réorienté à la bonne ressource, recevoir les bons soins, et c'est là que le véhicule ambulancier est remis en disponibilité. Excellent. On a parlé de collaboration paramédic et infirmière. Nancy, vous l'avez vécu. Comment ça s'est passé, cette implantation-là? Puis voyez-vous des avantages à cette collaboration-là? Bien, on voit des gros avantages. Puis dans le fond, au début, il a fallu que ces deux professionnels-là apprennent à travailler ensemble. Donc, ça a été vraiment de mettre en place toute la collaboration. Puis c'est aussi une collaboration de système parce que juste le CIS ou juste les compagnies ambulancières, si on n'avait pas eu le Centre de coordination santé qui, lui, coordonne les appels, ça n'aurait pas fonctionné. Puis on avait aussi besoin d'une équipe médicale derrière ça pour mettre le filet de sécurité, pour rassurer ces deux professionnels-là qu'on amenait dans une zone différente de leur pratique, pour qu'ils puissent avoir aussi accès, si jamais ils voulaient se faire valider l'orientation qui était décidée, si c'était la bonne. Donc, c'est vraiment un travail intersectoriel de toute une équipe qui est derrière ce projet-là. Puis là, maintenant, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très, excellent. Très bien. Pierre-Rodrigue, on a des statistiques qui démontrent que la collaboration des deux, on est plus performant? Totalement. On peut comparer le triage secondaire lorsque l'infirmière est en évaluation téléphonique à la coévaluation lorsqu'on implémente un technicien ambulancier paramédic. Ce qu'on est capable de voir, c'est que lorsque l'infirmière fait son évaluation téléphonique, on est en mesure, entre 11 et 20 du temps, de réorienter l'usager vers des ressources alternatives. Par contre, lorsqu'on ajoute un technicien ambulancier paramédic dans l'équation, qui peut lui fournir des données objectives, des signes vitaux objectifs et en continu, qui peut échanger avec elle, on passe de 30 à 70 de taux de réorientation. Donc, on a un taux de réorientation qui est beaucoup plus élevé lorsqu'on a un paramédic sur les lieux, ce qui fait qu'on a un niveau de spécificité à l'écart du besoin qui est rehaussé par rapport au triage uniquement téléphonique. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on a ces principes-là au Québec. Il y a des statistiques qui sont vraiment encourageantes.
Là, si on parle, depuis tantôt, on a parlé de paramédecine de régulation avec le triage secondaire, mais on a également la coévaluation. C'est quoi les statistiques qu'on a au Québec jusqu'à date? Jusqu'à maintenant, au Québec, dans les 55 dernières semaines, on a été en mesure d'avoir une économie ambulancière de plus de 15 000 économies d'ambulance. Donc, on a été capable de réorienter des usagers. Dans 7 000 appels ont été capables d'être réorientés ailleurs que vers l'urgence. Puis, on a été capable de sauver les transports ambulanciers de l'ordre de 15 000. C'est quand même beaucoup pour un système parce que 15 000 appels réorientés, où est-ce qu'on n'a pas eu besoin d'avoir une ambulance, ça veut dire qu'on a été capable d'avoir une meilleure utilisation de nos ambulances. Okay. 15 000 appels, c'est pas rien. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que les 55 dernières semaines de ce projet-là, mais c'est un projet qui était embryonnaire dans certaines régions. Il y a des endroits que ça a débuté tranquillement, ça s'est mis en place. Il y a des endroits au Québec que le triage secondaire est présent présentement, mais la coévaluation n'est pas encore en place. Donc, malgré le fait que ça ne soit pas encore mis partout, on est déjà à 15 000 transports sauvés en ambulance. Puis tu l'as dit tantôt, 7 500 transports environ patients qui ne se sont pas rendus à l'urgence. Vous voyez, c'est vraiment encourageant comme statistique. Là. Clairement, on tient quelque chose d'intéressant. Par contre, c'est pas parfait encore. Il y a des pistes d'amélioration qu'on a déjà décelées. J'aimerais ça nous entendre. Jessica, tu en avais peut-être? Oui, puis tu sais, pour parler par expérience aussi avec le Centre de régulation de la capitale nationale, rapidement, dans les premières semaines et les premiers mois, on se rendait compte qu'il y a une clientèle qui était récurrente, qui rappelait souvent pour la réorientation. Bien, en fait, que leur appel était une finalité pour la réorientation. C'était des personnes âgées qui avaient des douleurs et qui n'avaient pas besoin, il n'y avait pas de douleur aiguë, il n'y avait pas de problématique de santé majeure, mais qui avaient de la difficulté à se mobiliser. Fait que ces personnes-là avaient de la difficulté à la marche, par exemple. Fait qu'on n'avait pas le choix de prendre un véhicule ambulancier, étant donné que la voiture personnelle, ou ce soit le taxi, ne pouvait pas les soutenir dans leur déplacement. Donc, on a rapidement constaté qu'on devait avoir des différents modes alternatifs pour le transport des patients. Fait qu'une des principales pistes d'amélioration, je pourrais dire, c'est vraiment d'avoir des modes alternatifs qui peut soutenir les patients avec difficulté à la marche. On en est conscient, au ministère de la Santé, on est en train de travailler sur un projet. Il faut savoir que le transport ambulancier, bon, il est légiféré, puis le transport de patients couchés, c'est prévu dans la loi, ou est-ce qu'il y a un article qui démontre que tout transport de patients couchés, ça doit être fait dans un véhicule ambulancier. Aujourd'hui, en 2024, on pense que ça pourrait être fait autrement. Parce que lorsqu'on parle d'un véhicule ambulancier, présentement, ça vient avec 2 paramédics qui ont des compétences cliniques. Tantôt, tu parlais de l'expertise, le plateau clinique qu'une ambulance, ça peut offrir. Donc, il y a une révision qui est faite présentement. Il y a une consultation provinciale qui est faite actuellement pour réviser ce règlement-là dans le but d'offrir d'autres possibilités au niveau des transports pour tous les patients couchés, de voir comment on pourrait le faire de façon sécuritaire puis bien encadrée, mais de peut-être de garder nos paramédics et nos ressources ambulancières pour des transports qui nécessitent réellement. Puis, dans les cas de régulation, exemple, envoyer pour quelque chose, un transport adapté ou un véhicule du moins adapté là, qui va te permettre de le faire. D'autres pistes de solutions qu'on aurait trouvées? Je ne sais pas, dans votre région, Montérégie, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez dit, ça, c'est à travailler ou à modifier? Bien, c'est sûr que nous, le premier projet, on l'avait travaillé avec nos personnes âgées, mais on a continué à évaluer, dans le fond, la consommation du service hospitalier vers nos urgences qui étaient non requis. Puis là, actuellement, on travaille sur 2 projets, notamment avec une clientèle avec une problématique de santé mentale, puis aussi pour nos patients qui sont actuellement sous traitement en oncologie. Fait que c'est deux trucs que l'on regarde. En oncologie, ce n'est pas nécessairement des gros consommateurs, mais on pense que pour améliorer, dans le fond, tout leur suivi et aussi diminuer leur anxiété, ça peut être une belle option. Donc, c'est des choses qui sont en exploration pour améliorer l'accès. Au niveau des plages horaires, qu'est-ce qu'on offre présentement, Pierre-René? Puisqu'on est en début de projet, on a décidé de s'attaquer à la masse critique. La masse critique des appels en préhospitalier se situe entre 8 heures et 20 heures. Donc, on a décidé de débuter avec ces plages horaires-là.
Par contre, on est conscient qu'il y a quand même des besoins en dehors de ces plages-là. Et puis, on est en train de travailler différents mécanismes qui pourraient nous permettre de couvrir davantage d'heures de disponibilité. Mais pour l'instant, on s'attaque vraiment à la masse critique qui est entre 8 heures et 20 heures. Il faut comprendre qu'il y a toute la question des plages horaires, puis il y a toute la notion aussi de dire, bien, est-ce que, exemple, dans les GAP, on a des places? Parce que c'est une chose de dire que nous, on pense que ce patient-là peut avoir besoin de, exemple, de se rendre en GMF ou un CLSC ou un service spécialisé, mais il faut avoir une place à l'autre bout. Donc, ça, c'est encore en travail. Là. Il y a des choses à faire, augmenter les relations là, avec les partenaires pour bonifier ça, mais clairement, c'est un enjeu qu'on a déjà identifié et sur lequel on travaille. Je pense que c'est encourageant. Puis, je dirais que là-dessus, effectivement, c'était une condition pour débuter le projet, d'avoir nos partenaires. Vous avez une belle collaboration chez vous. Tout à fait, ouais. Au niveau de la formation, parfois, les gens pensent à tort que parce que c'est des priorités non urgentes, on le disait tantôt, priorité 4, 7, bien, ça demande moins de formation, c'est plus facile. Mais non, au contraire, c'est, exemple, déceler une maladie chronique, c'est pas toujours simple, versus un polytraumatisé. C'est assez facile de se rencontrer que c'est un polytraumatisé, d'aller chercher quelqu'un qui, son état général est diminué depuis quelques semaines. Ça peut être complexe de trouver qu'est-ce qui se passe. Donc, on est en train de regarder pour la formation des paramédics. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que si on veut une meilleure adhésion de la part des paramédics, puis une meilleure compétence, bien, on doit donner la formation. Donc, il y a déjà une formation prévue, la formation provinciale qui s'en vient pour bonifier puis donner 8 heures de formation vraiment sur tout ce qui est la co-évaluation. Donc, on travaille là-dessus présentement parce qu'on pense qu'on doit mieux outiller nos paramédics. Je pense que chez vous, vous avez travaillé ça, un peu la formation. Tout à fait. C'était un point de départ. Dans le fond, nos paramédics ont reçu près de 30 heures de formation. Puis même dans notre processus, il y a un processus de sélection, si on veut. C'est pas tous les paramédics qui font l'activité de paramédecine comme on l'a fait. Parce que justement, comme tu le nommes, c'est pas si simple, même si c'est pas urgent. Puis on se retrouve souvent, pour notre projet, notamment avec des personnes âgées. On dit 65 ans et plus, mais dans les faits, dans le fond, notre moyenne d'âge est près de 75, 78 ans. Donc, ça peut être complexe. Donc, dans ce contexte-là. Puis, il fallait aussi, pour nos infirmières du soutien à domicile qui ont l'habitude d'évaluer les personnes âgées dans leur domicile, mais là, de travailler conjointement avec un autre professionnel, bien, il fallait aussi les outiller pour être capable de bien évaluer à distance et de déterminer les orientations possibles. J'en profite parce que en Montérégie, ils ont un processus opérationnel qui est différent de certaines régions au Québec, puis ça fonctionne, ça donne des bons résultats. Dans leur cas, c'est un paramédic qui est dans un véhicule de soutien pour dire quelque chose qui peut se rendre sur les lieux. Il y a d'autres endroits où qu'est-ce qu'on vise dans la province, c'est de dire, bien, est-ce qu'on peut utiliser les paramédics qui sont déjà au travail, puis de peut-être, exemple, dans une région où est-ce que le taux d'achalandage et peut-être moins, est-ce qu'on pourrait utiliser l'expertise des paramédics puis de se servir de ce temps-là? Donc, il y a plusieurs modèles opérationnels. L'idée au niveau du ministère, c'était quoi? C'est de donner les grands enlignements sur la paramédecine, de dire c'est un besoin, c'est une nécessité. Maintenant, il faut regarder au niveau régional, qu'est-ce qui est possible d'être fait? Parce que tu as une question de volumétrie, tu as une question de disponibilité, tu as une question de distance à couvrir. Donc, tout ça doit être évalué de façon régionale pour trouver les meilleurs résultats. Puis, on ne se cachera pas que derrière tout ça, bien, il y a une nécessité d'argent. Donc, qu'est-ce qui est le plus efficient au niveau des ressources financières? Parce qu'il faut quand même le mettre dans l'équation. Donc, j'en profitais pour faire un tour. Mais depuis tantôt, on parle de ça. Puis là, je vous dis, il y a un modèle en Montérégie, d'autres modèles ailleurs. On n'est pas la seule place dans le monde. J'imagine que si tu fais un doctorat en paramédecine communautaire, tu n'es pas la seule dans le monde à faire ça. Non, effectivement. Puis les modèles de paramédecine communautaire, si on regarde du côté de l'Australie, ça fait plus d'une trentaine d'années que ça existe. Du côté du Canada, ça fait plus environ 15-20 ans. Mais ce n'est pas une pratique qui est formellement appelée, par exemple, paramédic communautaire. Il y a souvent des paramédics de soins primaires ou soins avancés qui vont avoir des tâches et des actes de paramédic communautaire. Si on regarde, parce qu'on peut, vu qu'il y a beaucoup de littérature quand même sur le sujet, on peut s'inspirer au Québec puis développer selon les meilleures pratiques. Je peux nommer 2 pratiques en Ontario, par exemple. Au niveau des soins à longue durée, il y a beaucoup de programmes avec les paramédics communautaires qui fonctionnent bien. Je m'inspire beaucoup aussi des travaux de Dr. Gina Agarwal,
qu'il y a les CP cliniques en Ontario. Ces cliniques-là, elles forment plusieurs paramédics et puis ils vont aller, par exemple, dans des endroits comme des HLM, des endroits un petit peu plus défavorisés. Les paramédics vont aller prendre les signes vitaux des patients, vont faire des tournées. Et souvent, ça va amener des résultats favorables, notamment sur les réadmissions à l'urgence. Fait que les patients vont être suivis. Si, par exemple, ils se font prendre la tension artérielle, ils se font évaluer le diabète et tout ça, quand les paramédics ils retournent, font de l'enseignement, par la suite, ils constatent que les patients sont plus enclins à gérer, avoir de l'autonomie pour la gestion de leur maladie. Également, on est capable de le chiffrer sur l'affectation des appels. On est capable de constater que ces patients-là utilisent moins les services d'urgence, font moins le 911. Et dans les travaux de Gina Agarwal, on est capable aussi d'objectiver un gain financier. Fait que si jamais les gens vous êtes intéressés de voir ces travaux, toute l'information sur les sites web de la CP Clinique, elle publie ses articles scientifiques également, elle met toutes ses statistiques et on voit vraiment le gain financier sur le système, tant au niveau, le fait de ne pas affecter une ambulance, il y a des coûts réduits à ça sur le système de santé, le fait que le patient ne sera pas inscrit à l'urgence, ne sera pas admis à l'urgence également. Fait qu'on est capable de documenter ces éléments-là et aussi de s'inspirer de ces travaux parce qu'il y a des formations qui sont écrites, il y a aussi des bases de données qui sont déjà existantes pour faire des suivis adéquats sur la paramédecine. C'est intéressant parce que là-dedans, tu parles d'investissement, non pas, depuis tantôt, on ne parle pas d'une dépense pour le service, le réseau de la santé, on parle d'un investissement qui va nous permettre de sauver de l'argent. Puis une autre chose que tu as dit qui est bien intéressante, c'est, tu as mentionné qu'il y a des patients qui ne vont pas réutiliser le service dans les prochaines semaines. Donc, une intervention, exemple, des paramédics cette journée-là, va peut-être faire en sorte que, au lieu de rappeler à tous les jours dans la prochaine semaine ou de rappeler fréquemment, peut-être qu'on va le prendre en charge puis on va venir sauver encore là l'utilisation du service ambulancier. Donc, il y a quand même des impacts là, multifacteurs, je voudrais. Vraiment intéressant. Là, on parle depuis tantôt, on a parlé de qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'envoyer une ressource ambulancière sur un appel. Après ça, on a parlé de est-ce qu'on peut faire en sorte que si les paramédics sont là, est-ce qu'on peut travailler pour ne pas apporter le patient à l'hôpital? Là, tu amènes la notion de paramédecine communautaire, donc travailler encore en amont pour faire en sorte que on va travailler pour que le patient n'ait pas besoin des services ambulanciers et qu'il ne fera même pas le 911. Pierre-Rodrigue, j'aimerais ça t'entendre. Je pense que tu as peut-être un petit scénario que tu pourrais nous présenter. Je ramène souvent le même scénario parce que c'est un scénario que j'ai vécu. Comme technicien ambulancier paramédic, il faut être capable d'identifier notre malaise. Parce qu'on vit parfois, depuis plusieurs années, certains malaises. On identifie certains éléments, mais on ne sait pas comment les adresser exactement. On est un peu spectateur, parfois acteur de certains éléments. Je vous raconte l'histoire de Michel. C'est intéressant parce que je me rappelle de Michel, je le regardais dans ses yeux, la vulnérabilité, les yeux rouges en pleurs, parce que je prenais en charge sa conjointe qui avait fait une chute, qui avait une torsion raccourcissement au niveau de la jambe gauche. Elle avait fait une chute parce qu'il y avait des fils d'ordinateur qui traînaient. Donc, je prenais en charge la conjointe de Michel. À ce moment-là, j'ignorais beaucoup de choses. J'ignorais que Michel était insuffisant cardiaque. J'ignorais que la conjointe de Michel le supportait dans sa médication. J'ignorais que la conjointe de Michel lui donnait des petites tapes sur les doigts quand il buvait trop d'eau parce qu'il y avait des restrictions hydriques. Donc, j'ignorais tout ça, mais je vivais ce malaise-là. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait et je quittais avec la conjointe de Michel. Parfois, lorsque j'avais le temps, j'avisais l'infirmière au triage. Je pense que le conjoint de madame est seul à la maison. Je ne suis pas trop certain de sa capacité à se prendre en charge, mais ça s'arrêtait là. Donc, c'est un peu ce que nous, on vivait comme technicien ambulancier paramédic dans les dernières années, ce malaise-là, sans pour autant pouvoir identifier pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est de dire, les paramédics, depuis 25 ans, étaient capables de constater qu'on laissait un homme à la maison seul, que parfois on l'apportait avec nous, mais il y a des fois qu'on le laissait, on était quand même capable de le constater.
l'enjeu qui bien souvent arrivait, c'est que même si, par exemple, vous apportez une dame qui est en surcharge pulmonaire, elle rentre en salle de réanimation, vous comprendrez que si les paramédics vont dire, bien, on vous amène la dame, on donne tout notre rapport, mais on dit, en passant, son conjoint il est seul chez eux, je ne suis pas sûr qu'il est autonome dans la prise de sa médication, puis je ne suis pas sûr qu'il va se faire à manger dans les 2-3 prochains jours. Mais même si on le disait, vous comprendrez que l'énergie était directement liée à la dame qui rentrait en salle de réanimation. L'idée qu'on va avoir avec la paramédecine communautaire, c'est de dire comment on peut encadrer, faire en sorte que les paramédics soient vraiment les yeux sur le terrain, puis de dire, bien, on l'a constaté, puis qu'il y a des liens qui se passent avec travailleur social, soutien à domicile, mais de faire en sorte que ça ne soit pas échappé dans le parcours, tout simplement parce qu'on a priorisé d'autres choses. Puis clairement, vous devez le voir dans le soutien à domicile, dans votre région, de voir l'impact que ça peut avoir que ce lien-là, bien, il est transmis à votre service au niveau des soutiens à domicile. Effectivement. Comme il y a des liens maintenant, on peut rapporter des situations comme ça plus facilement. Mais j'ajouterais dans le volet plus prévention, promotion, aussi comme on a développé des liens avec nos équipes de paramédics, on a décidé, dans le fond, on fait aussi des interventions pour éviter des appels au 911. Donc, on fait des petites tournées. Ça va être notre 3e cette année, de nos 50 RPA du territoire pour aller justement là, démystifier un peu ce qu'est l'appel au 911, quand est-ce qu'on peut appeler, quels sont les services du CLSC, quand un paramédic arrive suite à un appel du 911, mais qui est tout seul puis qu'il n'y a pas d'ambulance, qu'est-ce que ça peut faire? Donc ça, c'est des activités qui sont réalisées en prévention, dans le fond, des services. Puis aussi, après un épisode d'hospitalisation. Donc, l'usager âgé retourne à la maison, mais le clinicien à l'hôpital, il dit « Il n'y a pas lieu de lui donner de service. Là. Il est autonome pour se faire à manger, pour son hygiène et tout ça, mais je ne suis pas sûre qu'il a bien compris tout ce que je devrais y dire pour ses pilules ou je ne suis pas trop sûre dans quel environnement il va se retrouver. » Donc, il peut demander, dans le fond, aussi une visite du paramédic pour pouvoir aller vérifier tout ça. Puis ils vont toujours travailler en tandem avec le soutien à domicile pour assurer un filet de sécurité puis éviter un retour à l'urgence ou une consultation inutile. En début d'entrée de jeu, je parlais d'une mini-révolution, changement de paradigme. Il y a une chose que je ne peux pas passer sous silence pour quelqu'un qui est là depuis 25 ans. Historiquement, il y avait le préhospitalier, il y avait l'hospitalier, puis entre les deux, il y avait... Je vais appeler ça une barrière imaginaire, qui n'a peut-être pas de barrière, mais il n'y avait pas vraiment de collaboration. On faisait vraiment une distinction entre le avant, le après. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une collaboration entre les deux, où est-ce que les paramédics peuvent aider le réseau de la santé, que ce soit en pré-hospitalisation, mais ça peut être aussi en post-hospitalisation. Donc, on voit vraiment une collaboration possible, puis c'est vraiment ce lien-là, on pense qu'il est hyper important parce que, clairement, les paramédics font partie du réseau de la santé. On pense qu'ils peuvent aider le système, puis bien, la paramédecine vient apporter ça, puis je pense que ça le supporte très bien. Un autre scénario qu'on pourrait donner, pour l'imaginer un peu plus, imaginez-vous une dame de 75 ans qui est connue diabétique, qui a des pontages coronariens, elle a un fils à la maison qui est déficient intellectuel, donc le soutien de la dame est seule pour soutenir son garçon. Puis cette dame-là, ben, elle a fait des chutes à répétition. Dans les dernières semaines, ça fait 3 fois qu'elle tombe, puis bon, toutes les fois, elle reste longtemps au sol. Bien, on peut voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour cette dame-là que juste la transporter, puis la laisser à l'urgence, puis s'en aller. Jessica? Oui, juste avant. Ah, super, je voulais faire un test de son, j'ai ma réponse. Parfait. Donc, oui, bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais pour en nommer une, on a travaillé à développer un outil de dépistage des facteurs de risque domiciliaire chez les paramédics. Fait que ça, c'est un outil qui a été testé vraiment dans la population des paramédics, mais qui n'est pas encore déployé. Puis cet outil-là a été fait dans l'optique de se dire on va focuser sur les forces des paramédics. C'est qu'est-ce qui les distingue? C'est qu'ils vont à la maison chez les gens à n'importe quel moment. Puis souvent, les gens s'en attendent pas nécessairement ou c'est pas un moment idéal pour eux, c'est pas un rendez-vous. Donc, fait que l'outil a été dépisté pour aller identifier des problématiques à la maison dans plusieurs contextes. Fait qu'il y a plusieurs catégories. Ça a été fait aussi avec plusieurs professionnels de la santé, c'est-à-dire paramédics, infirmières, travailleuses sociales, ergo, physio, nutritionnistes.
Et c'est pour enfin déterminer qu'est-ce qui pourrait toutes les aider, ces professionnels-là, et quand ils veulent que les paramédics lèvent un drapeau rouge pour dire il y a une problématique ici, et cet autre intervenant-là, professionnel-là, peut prendre le relais. Donc, on a développé, on va dire, 5 grands thèmes. Le premier thème étant tous les facteurs de risque psychosociaux. Fait que là, ici, on va parler de l'environnement social de la patiente. Fait que dans la mise en situation que tu as nommée, les paramédics pouvaient observer que bon, la dame vit avec son fils qui a une déficience intellectuelle. À cause de ses chutes, on était capable de voir qu'elle avait de la difficulté à se déplacer. Au niveau de sa maison, pour sortir dehors, il y avait plusieurs marches d'escalier, puis elle disait qu'elle avait la difficulté à sortir. Fait qu'elle sortait plus beaucoup depuis qu'elle avait fait des chutes. Fait qu'on pouvait déjà réfléchir à savoir s'il n'y a pas un isolement social ou il y a un drapeau rouge ici. Également, les paramédics ont pu observer que son garçon, il avait un appareil auditif, fait qu'il avait de la difficulté à entendre. Fait que c'est là que la dame elle disait que quand elle chute ou quand il arrive à un événement indésirable, bien, ça prend du temps avant que son fils s'en rende compte et qu'elle a de l'aide. Fait que à ce moment-là, on pouvait voir aussi que les deux, que ce soit elle ou son fils, sont dépendants de l'autre. Ils ont peut-être de la difficulté à s'aider dans leur vie familiale. Également, une autre catégorie, c'est au niveau des facteurs de risque de l'environnement physique. Fait que les paramédics ont pu observer que dans le salon, il y avait des tapis, puis les rebords des tapis étaient abîmés. Fait que ça pouvait être, entre autres, une cause de chute potentielle. Également, il y avait pu observer qu'il y avait plein de tas de linge dans le passage, dans la chambre de la patiente. Fait que, étant donné qu'elle avait un problème de mobilité depuis ses chutes, elle avait de la difficulté à s'occuper, à entretenir sa maison. Fait que déjà là, le linge pouvait aussi contribuer à créer une autre chute, un autre événement indésirable. Par la suite, dans une autre catégorie du facteur de risque, on avait tout ce qui est outils pour le patient, outils à la marche, tout ce qui les aide à la marche et les appareils médicaux, comme par exemple, la patiente, elle avait une marchette, fait que les paramédics, ils l'ont inspectée. Puis, globalement, ils pouvaient voir que l'embout au niveau de la marchette, était abîmé. Fait que ça, c'est une autre information qui peut être pertinente à dire à un intervenant pour pouvoir aider la patiente. Dans un des autres groupes, il y avait toute la notion aide, soutien, pour soutien à domicile, là, que ce soit un soutien du CLSC, que ce soit la popote roulante, que ce soit pour venir aider la patiente à avoir des bains et tout ça. Dans ce scénario-là, la patiente, elle n'avait pas d'aide elle-même. Son fils en avait pour les bains, mais là, on pouvait supposer que la patiente avait de la difficulté elle-même aussi à prendre son bain et à faire toutes ses activités de vie quotidiennes. Et puis, également, la patiente, elle était en attente de recevoir du soutien à domicile. Elle était sur la liste, mais elle n'avait pas eu encore de visite. En ayant cette information-là, également, ça peut aider les intervenants à savoir, bien, oui, la patiente est en attente, mais avec toutes les red flags que les paramédics sont capables d'évaluer, peut-être que le soutien à domicile devrait arriver plus rapidement, par exemple. Et un autre élément que la grille de dépistage peut nous aider à identifier au niveau préhospitalier, c'est tout ce qui est l'utilisation, la consommation de drogue ou d'alcool. Fait que c'est sûr que dans la situation présente, la madame, elle ne consommait pas de drogue et alcool, mais c'est dans la grille, il y a des items qui peuvent être cochés et identifiés pour dire, bon, bien, le patient, par exemple, va utiliser des seringues ou dire quel type de drogue ou l'alcool. Fait que c'est tous des éléments que les paramédics peuvent fournir à l'intervenant. Fait que comme ça aide à mieux identifier la ressource et à amener le patient vraiment au bon endroit, au bon moment. Excellent. Même chose dans ton cas tantôt de Michel qu'on laissait à la maison par absence communautaire, on aurait pu gérer son appel différemment.
Totalement. L'histoire de Michel, sa vie peut complètement changer avec une intervention en paramédecine communautaire. Parce que si Michel reste chez lui, sans support, il est à risque de faire une surcharge. Il est à haut risque de faire une surcharge. Par la suite, qui dit surcharge dit appel au 911. Appel au 911 dit transport hospitalier. À l'hôpital, peut-être que le médecin va être obligé de l'intuber. Si le médecin l'intube, on prolonge le séjour de Michel à l'hôpital. Il va devoir réapprendre à respirer par lui-même. Michel pourrait contracter des virus, des bactéries à l'hôpital. C'est difficile, peu importe. Peut-être que Michel était apte à rester chez lui avec un support avant son séjour hospitalier et à la fin de son séjour hospitalier ne pourra plus retourner chez lui. Peut-être qu'il se sera déconditionné et peut-être que son milieu se serait avéré maintenant inadapté pour lui. Le simple fait de définir la vulnérabilité, de la comprendre, de l'identifier, de la référer, pourrait complètement changer la vie de Michel et de sa conjointe. Donc, le paramédic, dans un contexte, passe de spectateur à acteur. Et là est la beauté de la chose. Ça a clairement un impact. Tantôt, on a parlé des impacts pour le bénéfique pour le réseau, pour le système, le service. On dit oui, il y a un impact pour le patient, mais clairement, on peut changer les 20 prochaines années de cette personne-là. Là. Fait que ça a un impact vraiment important. Mais là, je nous entends parler depuis tantôt. On est dans un congrès marqué première ligne. Il y a des intervenants dans la salle qui sont peut-être des infirmières, infirmiers, soutien à domicile. Est-ce que j'en comprends qu'on veut voler la job de ces gens-là? C'est ce qu'on veut faire, Jessica? Pas du tout. En fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'utiliser la compétence des paramédics à leur plein potentiel. Fait que seuls eux qui sont en contexte préhospitalier arrivent à des moments, n'importe quel moment dans la vie des gens. Et on veut vraiment être complémentaires. Fait que l'information qu'ils vont aller chercher, les soins qu'ils vont donner, vont vraiment être complémentaires aux autres professionnels dans toute la trajectoire du patient. Excellent. Nancy? Bien, je ne peux pas être contre ce que dit Jessica, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on vit chez nous. Dans le fond, ils font maintenant partie de l'équipe. Il y a vraiment une cohésion entre les paramédics et les infirmières du soutien à domicile. Puis ils se gênent, je suis certaine qu'ils ne se gêneraient pas s'ils voyaient une situation particulière de nous lever le drapeau, de dire qu'il faut intervenir plus rapidement. On arrive bientôt à la fin de la présentation. Tu as vu des impacts positifs chez des patients? Tu peux nous en parler un peu? Bien, en fait, oui, parce que peu importe dans quelle section de la paramédecine on œuvre là, dans ce qu'on fait actuellement, à chaque fois, dans chacun, on peut faire du repérage de clientèle. Donc, on peut intervenir plus tôt, mettre des services plus tôt, puis on évite vraiment des visites à l'urgence. Donc, essentiellement, on garde notre plateau technique pour les bonnes personnes. C'est sûr que nos urgences sont quand même encombrées. Il y a quand même beaucoup de monde, mais il reste que ceux-là ne sont pas là. Puis de les servir à domicile, quand on fait nos sondages de satisfaction, ce n'est que des points positifs. On a un taux de satisfaction de près de 98 % de la clientèle qui bénéficie de ce service-là. Donc, ils sont très satisfaits. Clairement, c'est gagnant. Peut-être qu'on peut ajouter, il y a un changement de culture à avoir. Il y a encore des gens à qui on offre la paramédecine de régulation, paramédecine communautaire, qui vont souhaiter être transportés à l'urgence par un véhicule ambulancier, par des paramédics. Pourquoi? Parce que c'est sécurisant. Hein? Au lieu de leur dire, bien, écoutez, inquiétez-vous pas, il y a quelqu'un qui va venir vous chercher tantôt, il va vous prendre en charge, dans 2 heures, ils vont être ici, ils vont vous amener au CLSC. On a encore des gens qui vont dire, ah non, je refuse, je préfère aller vers le centre hospitalier. Donc, on a un changement de culture à faire, tant dans nos intervenants, hein, chez les paramédics, chez les infirmières, dans les gens du GAP, pour travailler ça, mais aussi auprès de la population, là, il y a un travail à faire d'éducation pour dire, on ne vous offre pas un sous-produit, on vous offre un produit de qualité qui va répondre encore mieux à vos besoins. Puis ça, c'est le message qui va être important à parler à ces gens-là, parce que des fois, les gens pourraient le voir comme étant « Ah, ils ne veulent pas me transporter, donc ils vont me donner quelque chose, un moins bon service. » Non, au contraire, on va donner le meilleur service adapté à vos besoins, puis probablement que la personne va en sortir gagnante. On arrive à la fin. En conclusion, j'aimerais ça vous entendre pour terminer. Pierre-Rodrigue, comme paramédic, tu vois ça comment? Je vois ça positivement. Je pense que la base de soins, la base des soins de qualité, c'est la relation qu'on est capable de développer avec l'usager. Si on est capable de développer une relation avec cet usager-là, qu'on est capable de lui offrir des alternatives, qu'on est capable de créer un lien avec celui-ci, je pense que ça devient facilitant.
pour la suite des choses, pour changer les mœurs et coutumes antérieures. Donc, je crois que la paramédecine communautaire nous rapproche de l'usager et nous permet de créer des liens pour le bénéfice de celui-ci. Toute la paramédecine de régulation, j'imagine, hein, tu as transporté des gens où est-ce qu'on savait tous qu'il n'y a peut-être pas besoin d'aller à l'urgence. Puis, exemple, tu as laissé un monsieur âgé dans la salle d'attente, puis tu transportes des gens tout le temps de ton corps de travail, puis 4, 5, 6 heures après, tu vois encore la personne assise dans la salle d'attente à te dire c'est tellement pas la bonne chose que j'ai fait à cette personne-là. Maintenant, on offre un meilleur service, probablement que ça doit être très encourageant. Encourageant et gratifiant. Excellent. Nancy, au niveau de la collaboration, en conclusion? Bien, en conclusion, dans le fond, c'est que c'est important de bien saisir la nature de notre environnement, puis de créer cette collaboration-là, dans le fond, entre le préhospitalier et l'établissement, notamment le soutien à domicile pour les aînés, mais ça pourrait être la direction de programmes de santé mentale pour les personnes atteintes de santé mentale ou encore la cancéro, comme je vous disais tantôt. Mais il y a des multitudes d'opportunités et de possibilités. Il suffit juste de faire une bonne lecture de notre milieu. Excellent. Jessica, tu as rejeté? Oui, je me fie à mes 20 dernières années en préhospitalier. Et puis, je pense que pour aller vers la collaboration, comme dit Nancy, c'est nécessaire de donner plus d'autonomie aux paramédics parce qu'on veut les intégrer à la première ligne, mais on ne veut pas non plus qu'ils soient toujours chapeautés par quelqu'un. Fait que c'est important que pour que ce soit un système qui est efficace, efficient, qu'on augmente leur autonomie pour pouvoir contribuer à la hauteur de ce qu'ils peuvent. Merci. De mon côté, je dirais avec la conclusion, ça ne sort pas de n'importe où. Il faut savoir qu'en 2022, le gouvernement du Québec a sorti une politique gouvernementale pour améliorer les soins préhospitaliers d'urgence. Dans cette politique-là, on parlait, entre autres, de donner les bons soins aux bons patients au bon moment par les bonnes personnes. On parlait d'efficience, d'être encore meilleur. Et le 29 février dernier, il faut que vous sachiez qu'il y a un plan d'action gouvernemental qui a été divulgué. Plan d'action sur les 5 prochaines années où est-ce qu'on doit transformer le préhospitalier, changer les choses, changer certaines cultures. C'est un investissement de 630 millions sur 5 ans, donc c'est pas rien. La paramédecine communautaire fait partie de ça. C'est un souhait d'en mettre partout au Québec pour l'ensemble de la population. On voit déjà des endroits que ça fonctionne. Là, on parle à Montérégie. Je vois Annie, qui est coordonnatrice Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a un projet de paramédecine communautaire qui débute prochainement. On commence à en voir partout. Puis, clairement, on pense que ça va révolutionner un peu le secteur. Puis, on devrait être en mesure d'aider encore plus la population. Je vous remercie pour l'échange. C'était bien intéressant. Merci de votre participation. Puis, on a quelques minutes. Si vous avez des questions, bien, on est là, profitez-en. Oui, Annie? Oui, donc Annie Gourde, chef de service préhospitalier d'urgence au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre coordination fonctionne depuis février 2023, donc on a un peu plus le triage secondaire. Co-évaluation, ça fait 4 semaines dans un de nos secteurs. Les autres commencent la semaine prochaine, donc on en reparlera. Tantôt, vous parliez à Madame Beaulieu de pourcentage d'appels qui rentrent en régulation. C'est beaucoup des personnes âgées. Nous, dans nos données, on a aussi, oui, c'est vrai que c'est des personnes âgées, mais c'est beaucoup des RPA et des RI qui font les appels. Donc, c'est pas tant les résidences pérennisées. Donc, c'est un autre exemple qui démontre que d'avoir la donnée, d'observer et d'aller un peu plus loin, ben, peut-être qu'il y a quelque chose que les RI et les RPA ont besoin d'un soutien différent parce qu'ils appellent systématiquement l'ambulance dès qu'un de leurs usagers a besoin de soins. Donc, ça permet de développer aussi des nouveaux services. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on va regarder dans notre groupe pour essayer de mieux les soutenir quand un usager a besoin. Oui, puis je dirais, tu sais, dans le fond, je m'excuse. Hein, On va peut-être juste répondre. Je vais résumer la question, ça te va? Ah oui, c'est vrai. Mais dans le sens, toutes les RI et RPA, à savoir, est-ce que c'est un besoin différent, par exemple, que la population en résidence, puis est-ce qu'on doit peut-être modifier nos pratiques? Je la résumerai comme ça, la question. Puis, bien, effectivement, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire des visites de promotion, pour justement rappeler que le 911, oui, c'est une option si on est vraiment en danger, mais sinon, on peut appeler le CLSC, une infirmière du soutien à domicile qui est associée à chacune de nos RPA. Elle peut aller vous voir, on peut... Donc, c'est
commencer à travailler davantage cette option-là. Puis que quand le paramédic arrive tout seul, pas d'ambulance, bien, on panique pas, ça se peut. Fait que, puis on écoute c'est quoi l'opportunité. C'est vraiment... Si je pourrais rajouter à ça, partez du principe que le ministère de la Santé, on est là pour donner les grandes orientations pour la paramédecine communautaire, paramédecine de régulation, mais on est conscient qu'il y a de l'organisation régionale à avoir dans les centres intégrés. Il est possible que la réalité, pour dire quelque chose au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit différente du Bas-Saint-Laurent. Puis il y a peut-être des choses qu'on devra adapter les pratiques pour répondre à la population d'une région. Donc, ce que c'est tout à fait approprié. D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur? Bonjour. Dave Boisvert. Merci pour la présentation. Je trouve que c'est très cohérent avec ce qui a été présenté là, depuis hier. Piouf. Le fait de vouloir ramener les patients à domicile, Oui. faire des hospitalisations à domicile. Je trouvais que l'accent était mis justement sur les soins des patients qui existent déjà dans le réseau. En préhospitalier, il faut avoir conscience qu'on a des patients qui n'ont jamais été mis en contact avec le réseau. Puis on ne les amènera pas nécessairement toujours vers les centres hospitaliers parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui vont refuser. Et un des nerfs de la guerre, je pense, c'est d'être en mesure de faire des signalements puis d'arrimer le signalement de la personne qui décide de rester à domicile. On prend par exemple le risque de chute. La personne âgée qui vous appelle parce qu'elle est tombée, s'est fait un petit peu mal, va refuser d'aller à l'hôpital. On n'a pas d'arrimage qu'on peut faire avec les différents services dans la majorité des régions. On va être en mesure de signaler le fait que nous, on l'a évalué. Il y a effectivement des risques, il y a des pantoufles qui sont très molles, il y a des tapis, il y a des faits d'ordinateur, il y a plein de choses. Est-ce que ça va être considéré, comment on peut arrimer l'ensemble de ces problématiques-là de signalement vers les bonnes personnes? Notre problématique, c'est souvent, on est à 3 heures du matin, je vais finir à 5 heures du matin, je ne ferai pas d'overtime jusqu'à 8 heures du matin pour faire un signalement. On est de 24/7. Donc, on a des grands défis d'arrimage. Où est-ce qu'on s'oriente avec ces défis d'arrimage-là? Hey, Dominique, si tu me permets. Oui, répondre peut-être résumer. Dans le fond, la question, c'est vraiment savoir comment qu'on va. On a des défis d'arrimage entre le réseau, le préhospitalier. Dans les cas où est-ce qu'on va chercher, on laisserait une personne chez elle, comment qu'on fait pour arrimer pour que l'information se rende à l'autre bout? Je te laisse répondre parce que d'après moi, tu es intéressant. Oui. Allô, Dave, je ne te voyais pas avec la lumière. En fait, juste pour te dire, là, par rapport à l'outil de dépistage que je parlais tantôt, on a effectué des tests comme ça pour vraiment que l'objectif, c'était que l'information soit utilisée. Parce que n'importe quel paramédic peut voir des choses, mais même si c'est à l'infirmière, à l'urgence, par exemple, on ne sait pas si ça va être utilisé. Fait qu'on avait beaucoup travaillé, effectivement, les arrimages, puis dans le contexte, puis là, c'est vraiment contexte CIUS de la capitale nationale, mais dans les autres CIUS, il y a aussi des équipes semblables, mais c'est les équipes accès intégrées qui étaient la porte d'entrée. Fait qu'il faut une équipe de première ligne qui soit comme identifiée étant la porte d'entrée. Et cette porte d'entrée-là faisait le relais avec tous les services, que ce soit physio, pharmacien communautaire, etc. C'est eux qui faisaient le relais. Fait que même si ça arrivait pendant la nuit, par exemple, on l'envoyait un courriel, il recevait le formulaire et c'est le même matin que c'était traité. Fait que le patient, s'il faut rester à la maison, restait à la maison. S'il y avait une urgence, évidemment, on le transportait. Mais on avait développé des processus pour que vraiment il y ait une porte d'entrée qui a le mandat de transmettre l'information aux bonnes personnes. Excellent. D'autres questions? Il nous reste peut-être une 2 minutes. Je pense qu'il y a une main de levée en arrière. Ah, je reviens après, monsieur. Oui? Allô, c'est Marie-Antoine. Oui. Avec les nouvelles orientations qu'il va y avoir avec l'information qui est faite par rapport au hospitalier, il y a beaucoup de campagnes de communication pour d'autres corps de métier. Oui. Dans le changement, pour que les autres professionnels connaissent mieux notre travail, est-ce que c'est prévu qu'il y ait ce genre de communication-là, tant à l'interne et les réseaux sur quelles sont nos tâches, quelles sont nos responsabilités, que pour le grand public? C'est une excellente question. J'y crois beaucoup à ça. J'ai d'ailleurs eu une rencontre avec la direction des communications au ministère de la Santé il y a peut-être 2 semaines, justement, pour parler de dire comment on peut partager ces infos-là. Donc, vous allez le voir là, sur les sites du ministère. Parfois, on va essayer d'être beaucoup plus actif au niveau du préhospitalier. J'en profite pour te féliciter. Tu es quand même très, très actif. Puis, clairement, c'est positif. Ça fait du bien d'avoir sur les réseaux sociaux des gens qui viennent promouvoir le préhospitalier. Donc, félicitations à toi pour ça. Mais
clairement, on a une vision dont on doit le faire. Puis tantôt, j'ai parlé qu'il fallait changer la culture pour les gens. Il va falloir les informer. Donc, il va falloir mettre en place. On n'aura pas le choix de passer par peut-être des campagnes de sensibilisation, d'information, mais je retiens le point. C'est certain que ça va me servir dans mes échanges avec la direction. On avait une autre question ici, M. Gouin? Oui, bonjour à toutes et tous. Pierre-Albert Couvin, directeur général de la coopérative fourrière d'ambulance de l'Estrie. Merci beaucoup pour la présentation, Benoît Espéron. Puis les faits sont têtus et les faits parlent en termes de résultats. Moi, je vais parler de ce qui est... On n'a pas le temps. Ah, on n'a plus le temps. Oui. D'accord, mais c'est une excellente question. Ah, parfait. Bien, merci tout le monde, vous êtes bien aimable.